Bonjour mes amis, j'avais pas trop envie d'intervenir sur les attentats qui sont arrivés cette semaine. Il y a eu donc, pour mémoire, pour ceux qui regarderont cette vidéo dans quelques années, et puis sauront plus de quel massacre je parle, il y en a eu tellement à l'époque, on ne sait plus. Alors je parle de la tuerie qu'il y a eu dans une boîte à Orlando, en Floride, et je parle du couple égorgé en France, chez eux. Leur enfant de 3 ans survivant, il a été raté, je pense. À moins qu'il soit tombé sur un terroriste modéré. À cette époque, au moment où je suis en train d'émettre, nous sommes en juin 2016, les égorgements en France revêtent un caractère, on va dire, de nouveauté. Les gens ne sont pas encore habitués à cela. C'est vrai que je dis ça toujours pour la postérité, vous savez ce que c'est, tu mets un truc en ligne. Dans quelques années, les gens ils vont dire mais ce gars, il nous parle de quoi? Qu'est-ce qui l'étonne? Il parle de 2 morts en France, 2 personnes égorgées en France, il vient en parler. Écoutez, vous voyez dans quel état d'esprit je suis, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les fichiers S, il faut peut-être penser à les écarter du territoire, à les expulser. Puis d'autres qui disent non, on va pas le faire, ça serait inimaginable. Tu imagines, question droit de l'homme et tout ça. La France a sacrifié en une seule journée, en août, je crois que c'était en août 2014 ou 2015, j'étais pas né à l'époque, donc ils ont sacrifié 27 000 personnes. 27 000 personnes en une journée. Et je vous dis pas que la journée d'avant après était meilleure. C'était des boucheries. C'était des dizaines de milliers de personnes par jour que des anciennes générations ont sacrifiées juste pour pouvoir rester ce qu'elles étaient, juste pour ne pas parler allemand par exemple. Ces 27 000 personnes auraient pu rester chez elles, auraient pu rester avec leurs enfants, avec leur famille, regarder la télé ou bien s'occuper des loisirs qu'ils avaient à l'époque. Mais ils ne l'ont pas fait. Ces personnes ont décidé d'aller se battre et mourir pour garder quelque chose, pour que le français d'aujourd'hui, le baptou fragile d'aujourd'hui, ait quelque chose qui ressemble à un pays. Voilà, c'est pour ça. Lequel baptou fragile aujourd'hui n'est pas à l'aise moralement avec le fait d'expulser des gens qui sont en train de préparer à l'égorger. D'accord, c'est pour ça qu'ils sont fichés S. Hein, on n'est pas fiché S parce que pour une miction sur la voie publique. Hein. On est fiché S pour diverses raisons. Bon, il y a le hooliganisme, des trucs comme ça. Je pense qu'on devrait plutôt créer une fiche T au lieu de fiche S. Et la majorité qui sont fichés S, c'est parce que ce sont des gens qui ont l'intention ou qui ont la sympathie pour le fait de poser des bombes, de massacrer des gens en masse, de vendre des fillettes dans des cages, de brûler des gens vivants, de décapiter des gens, crucifier des gens. C'est de cela dont on parle. Pardon pour le propos un peu graphique. Je sais que le baptou fragile, il ne faut pas lui dire des choses comme ça. Il faut lui parler d'un monde utopique. L'utopique est dangereux, vous savez, parce que le problème de l'utopique, c'est que il ne va pas prendre des décisions en fonction du monde tel qu'il est, mais en fonction du monde tel qu'il voudrait qu'il soit. Et il devient dangereux. Il devient dangereux parce qu'il peut nous tuer tous, selon ce qu'il prend comme décision. En tout cas, toujours est-il que aujourd'hui, à Verdun, ils ont laissé, je sais pas, Verdun, il a duré un peu moins de 10 mois la bataille. Ils ont dû laisser, allez, facile, je suis gentil, 150 000 personnes, n'est-ce pas? 150 000 personnes. Pourquoi ils l'ont fait? Ils auraient pu ne pas le faire. Ils auraient pu capituler. Ils auraient pu dire, ben écoutez, ils auraient dû aller voir l'ennemi, dire écoutez, nous on est ouverts, on est tolérants, on est ce que tu veux. Et en plus, c'était les Allemands à l'époque. Aujourd'hui, expulser un type qui projette de les assassiner, ils ont un problème avec ça. D'accord? C'est pour ça que moi, je sais pas quoi vous dire, mes amis. Ça signifie que... Qu'est-ce que je peux vous dire? Que voulez-vous que je vous dise?
c'est assez extraordinaire que des pays, écoutez bien ça, que des pays qui ont la bombe atomique, qui ont des missiles intercontinentaux, qui ont des sous-marins, qui ont des lasers, ce que vous voulez, soient mis à genoux devant des individus au cul de 50 armés de couteaux de cuisine. Voilà. C'est ça ce qui se passe. Parce que quand on perd, en général, on ne perd pas une guerre parce qu'on n'est pas assez armé. D'accord ? C'est pas une question technique. On perd la guerre parce que moralement, à l'intérieur, on est vide. Parce qu'on n'a plus de principes pour lesquels on se met debout. Parce qu'on parce qu'on relativise tout. Parce que les civilisations sont égales. Tout est égal. Les langues sont égales. Les religions sont égales. Tout est égal. Tout est pareil. Il n'y a plus de... La frontière, tu la poses là ou là-bas. Ou tu l'enlèves. Où les gens, celui-là ou celui-là, sont pareils. Tout le monde est pareil, vous savez. C'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes en train de laisser tomber 2000 ans de civilisation qui ont été payées très cher. Vous êtes en train de les envoyer en l'air pour une utopie. Je suis sûr que dans quelques siècles, les gens qui étudieront votre chute comprendront même pas. Je suis sûr qu'il y aura des débats très chauds. Les gens ne voudront pas croire que c'était la base d'une utopie. Ils diront certainement il y a quelque chose de plus. Et peut-être, ils ont raison, il y a peut-être quelque chose de plus. Vous savez, j'ai écouté la vidéo du gars qui avait décapité ce couple de policiers en France. Il n'a pas tué l'enfant de 3 ans. Et je pense que soit vous avez eu affaire à un terroriste modéré, soit il ne l'a pas vu. En tout cas, j'ai regardé sa vidéo, j'avais les larmes aux yeux, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je devrais pas, mais je vais vous le dire. Vous avez... Ça m'a choqué parce que les références qu'il était en train de citer, c'est des références qu'on nous bourrait dans le crâne dans les années 80 en Algérie, dans notre société. Et j'ai compris ce que notre société voulait faire de nous. D'accord ? Ça signifie que ce gars était la quintessence de cette idéologie-là. Au passage, il a cité Al-Mourni. Il a cité Al-Mourni à un moment donné. Al-Mourni de Ibn Qudama. C'est mon livre de chevet. Al-Mourni, volume 5. J'ai pas pu résister. Vous savez, Al-Mourni, c'est un livre de charia, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de vous en lire juste quelques lignes parce que c'est un livre qu'on trouve un peu partout. Alors on trouve dans les mosquées, on trouve dans les librairies, on trouve dans les universités islamiques. C'est littéralement le livre de chevet de des imams et des gens qui se forment à ces choses-là, des gens qui donnent des fatwas. On le trouve également dans les tribunaux, c'est-à-dire que j'ai regardé des thèses de droit écrites en Algérie, au Maroc, en Tunisie, aux Émirats, en Arabie Saoudite, partout. Et quand vous regardez à la fin de la thèse toutes les références, les sources que l'auteur a utilisées, Al-Mourni fil fiqh est en général toujours présent. C'est un livre qui est en 15 tomes de 500 pages, selon les éditions, c'est toujours quelque chose d'assez énorme. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous lire page 168. Page 168, je vous la montre, n'est-ce pas? Volume 5, je vous la montre en arabe. Je vous lis juste rapidement une ligne ou deux, d'accord? Pour que vous puissiez savoir c'est quoi le niveau de ce livre, d'accord? Je vous lis en arabe, je vous traduis en anglais. Enfin, en français. ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من أدمي أو بهيمة وبه قال الشافعي ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به. D'accord? Il dit, il n'y a pas de différence entre pénétrer par devant ou par derrière un humain ou un animal. C'est ce que M. Shafi'i, celui qui a fondé l'école
Shafi'i est une des 4 écoles musulmanes, a dit, n'est-ce pas? Et on en déduit que pénétrer l'animal ne gâcherait pas ou ne rendrait pas le hajj, le pèlerinage, invalide. Et ça, c'est ce que dit Malik et Abi Hanifa, autres fondateurs d'autres écoles sunnites. Voilà. Donc, ce terroriste nous sort un site, nous sort un livre, zoophile entre autres. Je ne vous parle pas d'autres saloperies que dit Ibn Qudama, je ne vous parle pas d'autres saloperies qu'il dit, je vous parle que de celle-là, mais entre autres, pour nous expliquer que la Oumma, elle a lâché l'islam, et c'est parce que la Oumma a lâché l'islam qu'elle est dans la merde. Et il nous dit de revenir aux sources. Et il nous donne ça comme exemple. C'est que ça. C'est content que ton père aille au Hajj et prenne un âne, d'accord? Son Hajj reste valide s'il prend un âne, ou il se fasse prendre par un âne au passage, d'accord? Donc, voilà, on a des grimoires qui ont été écrits pendant des siècles, et aujourd'hui, tout grimoire qui est écrit en arabe, qui est joliment décoré, ça c'est un print, c'est une impression d'un PDF. Je vais vous montrer à quoi ressemble un grimoire, je vais vous montrer. J'en avais un là, bon ça c'est pour enfants, je vous montre. Ça c'est le grimoire pour enfants, d'accord? Ça c'est le grimoire pour enfants, je vous l'ai montré. Ça c'est un grimoire, d'accord? Ça c'est les... Si je dis quoi, vous savez, il doit toujours avoir l'air un peu niais quand je le dis. Hein. C'est les quatre califes, hein, bien guidés, les 4 califes, d'accord? Ça c'est pour enfants. Je vous montre un grimoire pour adultes, à quoi il ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, par exemple. D'accord? Et ça, c'est des livres qui sont joliment décorés avec de l'or, avec des couvertures en cuir et tout ça. Et à l'intérieur, l'horreur. L'horreur. C'est des grimoires qui ont été écrits pendant des siècles. Ils ont certains été écrits il y a 4 siècles, il y a 5, il y a 8, il y a 10. Et aujourd'hui, les gens cherchent à trouver la voie, cherchent à trouver une voie morale, cherchent à trouver des valeurs, cherchent à trouver comment gérer leur famille, comment gérer leur pays, comment gérer leurs relations interpersonnelles, comment s'approcher de Dieu dans des grimoires de ce niveau-là, dans des grimoires qui valident l'esclavage, qui valident l'assassinat, dans des grimoires qui ont une obsession de la femme, une obsession de tout ce qui est en dessous de la ceinture. C'est... Voilà, j'ai ouvert au hasard, sincèrement. Je ne pensais même pas vous montrer ce livre. J'ai ouvert par hasard et je tombe sur, voilà, page 361, chapitre 9, Jihad al-Kuffar. Jihad des mécréants. Vous voulez qu'on lise ensemble un petit peu? On va faire un peu de lecture. Hein. وأمره لأن الله, je vous lis en arabe, au hasard, je vous assure, je voulais juste sortir le livre pour vous montrer à quoi il ressemble. الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له ولو للمسلمين. Au départ, quand Allah a envoyé son prophète, au départ, il ne l'a pas autorisé à tuer les non-musulmans. Il n'a pas autorisé à tuer qui que ce soit pour l'islam, pour les faire entrer de l'islam. Alors au départ, tu es heureux quand tu lis la première partie de la phrase. Puis après, il dit puisqu'il est parti à Médine. Et là, il l'a autorisé. Donc voilà. بعد ذلك, page 362, بعد ذلك أوجب عليهم القتال. Après cela, il a rendu les tueries obligatoires pour eux. D'accord? Je veux dire, voilà, au hasard. Hein, je veux dire, au hasard, j'ai même pas eu besoin de... Comprenez, mes amis?
On vit une époque, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Sincèrement, je sais pas quoi vous dire. Mais bon, sachez une chose, que ce livre-là n'a rien à voir avec l'islam. D'accord ? Comme ce terroriste n'a rien à voir avec l'islam, le Coran n'a rien à voir avec l'islam, enfin, personne n'a à voir avec l'islam en fait. D'accord ? Ça c'est un livre de Sharh al-Siyasa al-Shar'iyya. C'est un livre qui explique, il est écrit par l'Utaymin, un salafiste ultra professionnel, et il explique là-dedans un livre d'un autre salafiste, Ibn Taymiyyah, d'accord. Donc là c'est comme si Mussolini expliquait un livre. C'est comme vous avez genre Mussolini qui explique un livre d'Adolf Hitler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez Mein Kampf, n'est-ce pas, raconté et expliqué par Mussolini. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste pour vous donner un petit peu le niveau de ces livres-là. Ils sont en vente libre, hein. D'accord. Mais le problème c'est pas qu'ils sont en vente libre, c'est que les gens y croient, d'accord. Ce livre-là, je l'ai acheté dans la même librairie où j'ai acheté ça, d'accord. C'est posé à 3 mètres l'un de l'autre, hein. Ça c'est pour enfants, ça c'est pour adultes. Ça c'est au départ, hein. C'est quand tu es petit, tu t'enfants. Après quand tu es grand, c'est ça, hein. D'accord. Vous parlez d'un autre. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai publié un article. Je parlais du grand moufti d'Arabie Saoudite. Le gars qui a été grand moufti d'Arabie Saoudite jusqu'en 1999. Il a dit que la Terre était plate. Il a écrit un livre, hein, que j'ai lu. Un livre pas très long d'ailleurs, hein, il fait 75 pages seulement. D'habitude, ils écrivent 15 volumes, mais là, il s'est contenté de 75 pages, tellement la question était évidente pour lui. Il voulait juste adresser cette question-là. Oui, il a expliqué que la Terre est plate et le Soleil tourne autour. Alors, l'article a été partagé énormément de fois, il a été viral comme on dit, mais le point important de l'article, ce n'était pas le fait que le gars dise la Terre est plate. Je veux dire, c'est son droit, s'il pense que la Terre est plate, c'est son droit. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce gars-là disait que celui qui dit que la Terre est sphérique et qu'elle tourne, et que le Soleil tourne autour de la Terre, qu'elle tourne autour du Soleil, je veux dire avec ces gens-là, on en perce en latin, comme on dit, il a dit qu'il faut le tuer. D'accord. Il faut le tuer, prendre ses biens et les donner, distribuer aux musulmans, les donner au trésor public des musulmans. Voilà le problème qu'on a. Ça signifie que c'est pas un imam de cave, celui-là. Ce n'est pas un imam de cave ou un radical extrémiste suivi par trois illuminés. Non. C'est quelqu'un qui fait partie de l'establishment. C'est quelqu'un qui a été nommé à la tête du système de fatwa d'Arabie Saoudite. D'accord. Et il dit quoi? Pour une différence d'opinion sur un sujet qui, pour la personne normale, n'est pas absolument vital, n'est-ce pas? Il est déjà prêt à tuer. Il est déjà prêt à lancer des appels à la mort. Mais bien sûr, le grand moufti d'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec l'islam. Bien entendu, je pense, vous l'avez déjà, bien sûr, vous l'avez déjà deviné, je n'ai même pas besoin de vous le dire. D'accord? Voilà le problème qu'on a. Et c'est pour ça que, par exemple, la tuerie d'Orlando, par exemple, le gars, il n'est pas d'accord avec le style de vie de ces gens. Style de vie qu'il a lui-même partagé pendant un certain temps, semble-t-il. Ben, il faut qu'il les tue. C'est comme ça. D'accord ? C'est ça le problème qu'on a. Ça signifie, dans la société arabo-musulmane, le problème c'est qu'on trouve aujourd'hui... Cette vidéo aurait été beaucoup mieux structurée si j'avais été structuré dans ma tête. Je pense que vous avez compris. Mais laissez-moi parler quand même. Laissez-moi parler. On ne comprend pas une chose. On ne comprend pas que on n'est pas obligé d'être d'accord. Par exemple, on ne te demande pas d'être homosexuel. Tu as même le droit d'être contre l'homosexualité. Tu as même le droit de poser un carton ou un banc sur un coin de rue et puis parler, dire que Dieu punit, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui le font. Mais ça ne t'autorise pas à aller tuer les gens. C'est ça le problème. Or, dans la société arabo-musulmane, il y a ce problème-là. On a un gros problème. Enfin, on n'en a pas un, on en a beaucoup. Mais le truc, c'est que on trouve des gamins de 5 ans, 6 ans,
qui tiennent déjà un discours génocidaire envers des catégories entières de l'humanité avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Voilà. C'est normal parce que plein de choses sont plus graves que tuer. Je pose une question, moi, à ces gens, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui serait plus grave que tuer? Enfin, tout est plus grave que tuer. Est-ce qu'il y a quelque chose de moins grave que tuer? D'accord? Tuer semble être, dans l'échelle de gravité des actes qu'on peut commettre, tuer semble être tout en bas de l'échelle. Il y a peut-être, je ne sais pas, dessous, il y a peut-être le stationnement gênant. Peut-être le stationnement gênant est moins grave que la mort. L'enfant, quand il naît et qu'il commence à bouger, il rencontre quoi? Un enfant, quand il commence à marcher, quand il commence à circuler, il rencontre typiquement d'autres enfants ou d'autres humains, si vous voulez. Autre humain, ça signifie conflit. Les gens ne sont pas comme toi, ne mangent pas comme toi, n'ont pas ta tête à la base, ne sont pas toi, d'accord? Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous entendez quoi que ce soit avec cette pluie, et à ce moment-là, naissent les premiers conflits. Et ces conflits, soit on apprend à les gérer, soit on reste dans l'optique que il faudrait éliminer les autres. Il faudrait que les autres disparaissent pour que moi, je sois sans conflit. Je vais arrêter cette vidéo, je ne sais même pas si je vais la mettre en ligne. J'allais expliquer un truc psychologique intéressant, mais parler de fraude et plein de choses comme ça, mais franchement, la pluie, on arrête là, mes amis, je pense, pour aujourd'hui. J'essaie de me structurer dans ma tête. Si vous avez compris quelque chose dans cette vidéo, dites-moi, s'il vous plaît. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Et puis, je reviens dans quelques jours avec peut-être des idées plus claires.